Deuxième chapitre. Comment l'univers a-t-il commencé? Je pourrais être enfermé dans une coquille de noix et me regarder comme le roi d'un espace infini, fait dire Shakespeare à Hamlet. Il entend par là que même si nous autres humains sommes limités physiquement, et spécialement moi, nous sommes aussi libres d'explorer l'univers entier par la pensée et d'atteindre des régions où même Star Trek aurait peur d'aller. L'univers actuel est-il infini ou seulement très grand? A-t-il eu un commencement? Durera-t-il longtemps? Comment nos esprits finis pourraient-ils appréhender un univers infini? L'entreprise n'est-elle pas terriblement prétentieuse? Au risque d'encourir le châtiment de Prométhée, qui vola aux dieux le feu pour le donner aux hommes, nous pouvons et devons essayer de comprendre l'univers. Prométhée fut enchaîné à un rocher jusqu'à ce qu'il en soit délivré par Hercule. Nous avons fait de remarquables progrès dans la connaissance du cosmos, mais le tableau n'est pas encore terminé. J'aime à penser qu'il le sera bientôt. Selon les Boshongo d'Afrique centrale, il n'y avait au commencement que de l'eau, des ténèbres et le grand dieu Bumba. Un jour, Bumba, qui avait mal au ventre, vomit le soleil. Le soleil assécha l'eau et les continents apparurent. Toujours malade, Bumba vomit la lune, les étoiles et quelques animaux, le léopard, le crocodile, la tortue et enfin l'homme. Les mythes de création, comme beaucoup d'autres, tentent de répondre aux questions que nous nous posons tous. Pourquoi sommes-nous là? D'où venons-nous? La réponse habituelle est que l'homme moderne a une origine récente et que ses connaissances et sa technologie ne cessent de progresser. Une origine plus ancienne lui aurait permis de progresser davantage. Par exemple, selon l'évêque James Ussher, mort en 1656, la Genèse situe le commencement du temps le 22 octobre 4004 avant Jésus-Christ, à 18 heures. Par ailleurs, notre environnement, montagnes et rivières, change très peu dans la durée d'une vie humaine. On pouvait donc penser qu'il n'avait guère évolué. Soit il avait toujours existé, soit il avait été créé en même temps que les hommes. L'idée que l'univers a eu un commencement ne convenait pas à tout le monde. Aristote, par exemple, le plus fameux philosophe de l'Antiquité, pensait que l'univers avait existé de toute éternité, une chose éternelle étant plus parfaite qu'une chose créée. Selon lui, l'impression d'évolution que chacun ressent venait de ce que les inondations et autres désastres naturels n'avaient cessé de ramener l'humanité à ses origines. Croire à un univers éternel a un autre avantage. Cela permet d'éviter d'invoquer une intervention divine pour créer l'univers et le mettre en mouvement. Au contraire, ceux qui croyaient que l'univers avait un commencement faisaient appel à l'existence d'un Dieu comme cause première et premier moteur de l'univers. Si l'on pensait que l'univers avait eu un commencement, les questions étaient « Que s'est-il passé avant le commencement ? Que faisait Dieu avant qu'il ne crée le monde ? Préparait-il l'enfer pour ceux qui poseraient de telles questions ?» Ce problème de savoir si l'univers a eu un commencement était de la plus grande importance pour le philosophe allemand Emmanuel Kant. Il y voyait des contradictions logiques, que la réponse soit positive ou négative. Si ce fut bien le cas, pourquoi a-t-il fallu attendre un temps infini avant de le voir apparaître? C'est ce qu'il appelait la thèse. Sinon, si l'univers a toujours existé, pourquoi lui a-t-il fallu un temps infini pour atteindre son état actuel? C'est ce qu'il appelait l'antithèse. Tout ce raisonnement, bien sûr, s'appuyait sur l'hypothèse largement acceptée d'un temps absolu. En d'autres termes, le temps allait de l'infini dans le passé à l'infini dans le futur, indépendamment de l'existence d'un éventuel univers. Cette image est toujours bien ancrée chez nombre de physiciens contemporains. Pourtant, Einstein a introduit dès 1915 sa théorie révolutionnaire de la relativité générale. Avec elle, l'espace et le temps n'étaient plus des notions absolues, des étalons permettant de repérer les événements. Ils devenaient des entités dynamiques susceptibles d'être modifiées par la présence de matière et d'énergie. Définies au sein de notre univers, ces notions n'ont pas de sens en dehors de lui. Parler d'un temps avant le début de l'univers n'a aucun sens, pas plus que de rechercher un point de la planète au sud du pôle sud.
La théorie d'Einstein unifiait l'espace et le temps, mais n'en disait guère plus sur l'espace lui-même. Il semble évident que l'espace n'a pas de limite. Il ne se termine probablement pas par un mur de briques, quoique ce ne soit pas exclu. Les instruments modernes comme le télescope spatial Hubble nous permettent de voir très loin dans l'espace. On voit des milliards et des milliards de galaxies, de tailles et de formes différentes. Il y a des galaxies elliptiques géantes et des galaxies spirales comme la nôtre. Chaque galaxie contient des milliards et des milliards d'étoiles, dont beaucoup possèdent des planètes. Notre propre galaxie nous obscurcit la vue dans certaines directions, mais où que l'on regarde, les autres galaxies semblent distribuées à peu près uniformément, avec cependant des concentrations et des grands vides. À très grande distance, la densité des galaxies décroît, mais c'est peut-être parce qu'elles sont très lointaines et que notre vision est altérée. Pour autant qu'on le sache, l'univers est infini et homogène, identique à lui-même, quel que soit le lieu d'observation. Malgré cette homogénéité spatiale, l'univers est en perpétuel changement temporel. On ne l'a compris qu'à la fin du XXe siècle. Jusque-là, on pensait qu'il n'avait guère évolué. Il existait peut-être depuis un temps infini, mais cela menait à des conclusions absurdes. Si les étoiles avaient brillé pendant un temps infini, elles auraient réchauffé l'univers à leur propre température. Même la nuit, le ciel serait aussi brillant que le soleil et dans toutes les directions on verrait une étoile ou un nuage de gaz aussi chaud qu'une étoile. Ainsi, le fait que le ciel soit noir la nuit est une observation d'une importance majeure. Il implique que l'univers ne peut avoir existé depuis toujours dans l'état où nous le voyons aujourd'hui. Quelque chose a dû se passer qui a allumé les étoiles il y a un temps fini. Voilà pourquoi la lumière des étoiles très lointaines n'a pas eu le temps de nous atteindre. Cela explique pourquoi le ciel n'est pas aussi brillant la nuit qu'en plein jour. Si les étoiles étaient là de toute éternité, pourquoi se seraient-elles allumées il y a quelques milliards d'années ? Quelle horloge a décidé qu'il était temps pour elles de briller ? Cette question a beaucoup préoccupé les philosophes comme Kant, qui pensaient que l'univers existait depuis toujours. Mais pour les autres, cela s'accordait bien avec le fait que l'univers avait été créé, tel qu'il est aujourd'hui, il y a au plus quelques milliers d'années. Hélas, cette idée commença à s'effriter dans les années 1920, à la suite des observations faites au télescope du mont Wilson en Californie. Edwin Hubble y découvrit que de nombreux nuages lumineux, des nébuleuses, étaient en fait des galaxies lointaines. Leur distance est si grande qu'il faut des millions d'années, voire des milliards, à leur lumière pour nous atteindre. Cela prouvait que notre univers n'avait pas quelques milliers d'années d'existence. La seconde découverte de Hubble était plus remarquable encore. En analysant la lumière des galaxies lointaines, il put mesurer si elles s'éloignaient ou se rapprochaient de nous et à quelle vitesse. À sa grande surprise, il observa qu'elles s'éloignaient toutes, à une vitesse d'autant plus grande qu'elles sont plus éloignées. En d'autres termes, l'univers est en expansion, et toutes les galaxies s'éloignent de toutes leurs voisines. Cette découverte de l'expansion de l'univers fut une des grandes révolutions intellectuelles du XXe siècle. Parfaitement inattendue, elle modifia radicalement les discussions sur l'origine de l'univers. Si les galaxies s'éloignent les unes des autres, c'est qu'elles étaient plus proches dans le passé. En tenant compte du taux d'expansion actuel, on peut estimer qu'elles étaient toutes réunies il y a 10 à 15 milliards d'années. Lors de son commencement, l'univers était donc rassemblé en un seul point de l'espace. Cette idée d'un début de l'univers mécontentait certains scientifiques, car cela impliquait que la physique ne s'y appliquait plus. Selon eux, il faudrait faire intervenir un agent extérieur que l'on peut, pourquoi pas, appeler Dieu. Ils proposèrent donc des théories dans lesquelles l'univers était bien en expansion aujourd'hui, mais n'avait pas eu de commencement. L'une de ces théories était celle de l'état stationnaire, proposée par Hermann Bondi, Thomas Gold et Fred Hoyle en 1948. Selon cette théorie, l'espace était le lieu d'une création de matière incessante, de sorte que de nouvelles galaxies pouvaient apparaître au fur et à mesure de l'expansion. L'univers avait toujours existé et avait toujours eu le même aspect. Et cette propriété présentait l'avantage d'être testable par l'observation.
le groupe de radioastronomie de Cambridge, dirigé par Martin Ryle, s'intéressa aux faibles sources radio au début des années 1960. Elles étaient distribuées uniformément, ce qui impliquait que la plupart se trouvaient en dehors de notre galaxie. En moyenne, les sources les plus faibles étaient les plus lointaines. La théorie de l'état stationnaire prédisait une relation entre le nombre des sources et leur intensité, mais les observations trouvèrent davantage de sources que prévu, ce qui indiquait des sources plus intenses dans le passé. Or, la base de la théorie était que l'univers n'avait jamais changé d'aspect. Pour cette raison, et pour quelques autres, la théorie de l'état stationnaire fut abandonnée. Il y eut une autre tentative pour éviter un début à l'univers, l'idée qu'il avait été précédé d'une phase de contraction. Mais à cause de la rotation et des irrégularités locales, la matière ne se serait pas retrouvée en un même point. En fait, l'univers entrerait à nouveau en expansion en gardant une densité finie. Deux chercheurs russes, Evgeny Lifshitz et Isaac Kalatnikov, prétendirent avoir montré qu'une contraction globale sans symétrie parfaite se traduirait par un rebond et une nouvelle expansion. Ce résultat convenait très bien au matérialisme dialectique marxiste-léniniste, car il évitait la question épineuse de l'origine de l'univers. Les scientifiques soviétiques l'adoptèrent. C'est précisément à cette époque que je commençais mes recherches en cosmologie. Je reconnaissais l'importance de la question de l'origine, mais je n'étais pas convaincu par les arguments de Lifshitz et Kalatnikov. Nous sommes habitués à ce que les événements soient causés par d'autres événements, eux-mêmes causés par d'autres événements, et que tous forment une chaîne de causalité plongeant dans le passé. Mais supposons que cette chaîne ait eu un début. Supposons qu'il y ait eu un premier événement. Quelle était sa cause ? Bien peu de chercheurs se posaient alors cette question. Beaucoup tentaient de l'éviter, soit en proclamant comme les Russes et les partisans de l'état stationnaire que l'univers n'a pas eu de commencement, soit en affirmant que l'origine de l'univers n'est pas du ressort de la science, mais de celui de la métaphysique et de la religion. Selon moi, ces deux positions étaient erronées. Si les lois de la physique ne sont plus valables à l'origine de l'univers, pourquoi seraient-elles valables à d'autres moments ? Une loi est toujours une loi. Nous devons comprendre l'origine de l'univers au moyen de la science. C'est peut-être une tâche impossible, mais nous devons essayer. Roger Penrose et moi avons réussi à prouver des théorèmes de géométrie pour montrer que l'univers doit avoir un début si la théorie de la relativité générale d'Einstein est correcte et si certaines conditions sont satisfaites. Comme il est difficile de nier un théorème mathématique, Kalatnikov et Lifshitz finirent par concéder que l'univers a bien eu une origine. Cela n'était pas en accord avec leur idéologie, mais l'idéologie ne doit jamais entraver la marche de la science. Souvenons-nous que l'idéologie soviétique a durablement freiné le progrès de la biologie en niant les résultats de la génétique. Les théorèmes que nous avons démontrés avec Roger Penrose montraient que l'univers a eu un début, mais ils ne donnaient guère d'informations sur la nature de ce début. Ils indiquaient qu'il a commencé par un point de densité infinie, une singularité d'espace-temps. En ce point, la relativité générale ne s'applique pas, et l'on ne peut l'utiliser pour prédire de quelle manière l'univers a commencé. Cette origine semblait devoir rester à jamais en dehors du champ de la science. La preuve observationnelle de l'idée que l'univers avait eu un commencement de densité infinie arriva en octobre 1965, quelques mois avant mon premier résultat sur les singularités, avec la découverte d'un faible fond de rayonnement micro-ondes réparti dans tout l'espace. Ces micro-ondes sont les mêmes que celles du four de votre cuisine, mais bien moins puissantes. Elles ne pourraient chauffer votre pizza qu'à moins 270,4 degrés Celsius. Elles ne la décongèleraient même pas. Ces micro-ondes, vous pouvez les observer chez vous si vous avez gardé une télévision à tube cathodique. Réglez-la sur un canal pris au hasard. Une petite partie de la neige que vous voyez sur l'écran est due au fond de rayonnement cosmique. La seule interprétation raisonnable de ce phénomène est qu'il s'agit de l'écho radiatif très affaibli d'un état primitif de très haute densité. À la suite de l'expansion de l'univers, ce rayonnement s'est refroidi jusqu'à la température très basse qu'il a aujourd'hui.
Que l'univers ait commencé par une singularité n'était pas du goût de tout le monde, ni, je dois l'avouer, du mien. La raison pour laquelle la relativité générale d'Einstein cessait de s'appliquer au moment du Big Bang est qu'il s'agissait d'une théorie classique. Cela signifie qu'elle présuppose que chaque particule a une position et une vitesse bien définies. Dans une telle théorie, si l'on connaît les positions et les vitesses de toutes les particules de l'univers à un moment donné, on peut calculer leur état à tout moment du passé ou du futur. Cependant, au cours du XXe siècle, les physiciens ont découvert qu'ils ne pouvaient calculer exactement ce qui se passait à très courte distance. Ce n'est pas que leur théorie était défaillante, mais que la nature elle-même semblait s'accommoder d'un certain degré d'incertitude ou de hasard. Cela est exprimé dans le principe d'incertitude formulé en 1925 par le physicien allemand Werner Heisenberg. On ne peut prédire avec précision, simultanément, la position et la vitesse d'une particule. Plus la position est précise, moins la vitesse le sera, et inversement. Einstein s'opposait fermement à ce que l'univers soit régi par le hasard, ce qu'il exprima dans un mot célèbre. « Dieu ne joue pas aux dés. » Pourtant, tout indique que Dieu est un sacré joueur. L'univers est un casino géant où les dés sont jetés sans cesse et où la roulette n'arrête pas de tourner. À chaque coup de dé, à chaque tour de roulette, le propriétaire du casino risque d'y laisser sa fortune. Mais sur un très grand nombre de coups, il est sûr d'en sortir gagnant en moyenne. C'est pourquoi les propriétaires de casinos sont aussi riches. La seule façon de gagner contre eux, c'est de miser tout votre argent sur quelques coups de dés ou quelques tours de roulette. Il en va de même de l'univers. Quand il est grand, il y a un nombre considérable de coups de dés, et les résultats se stabilisent autour d'une valeur moyenne calculable. Mais quand il est très petit, comme c'était le cas au voisinage du Big Bang, le nombre de coups de dés est faible et le principe d'incertitude entre en jeu. Ainsi, pour comprendre l'origine de l'univers, il faut marier le principe d'incertitude à la relativité générale d'Einstein. Cela a constitué un énorme défi pour la physique théorique dans ces 30 dernières années, et de grands progrès ont été réalisés. Supposez que vous vouliez prédire le futur. Comme on ne connaît qu'une combinaison de la position et de la vitesse d'une particule, on ne peut prédire ses grandeurs dans le futur avec précision. On peut seulement assigner une certaine probabilité à des combinaisons particulières de position et de vitesse. Un état particulier du futur aura donc une certaine probabilité. Supposez maintenant que vous vouliez comprendre le passé de la même manière. À partir des observations d'aujourd'hui, tout ce que vous pouvez faire est d'assigner une probabilité à une histoire particulière de l'univers. L'univers doit donc avoir plusieurs histoires possibles, chacune avec sa propre probabilité. Il y a une histoire où l'Angleterre gagne à nouveau la Coupe du monde de football, mais elle a une faible probabilité. L'idée que l'univers puisse avoir plusieurs avenirs ressemble à de la science-fiction, mais il s'agit d'un fait scientifique. On la doit au grand physicien Richard Feynman du Caltech, à qui il arrivait de jouer du bongo dans les boîtes de nuit du voisinage. Il expliquait qu'il fallait attribuer une probabilité à chaque histoire possible et faire des prédictions en conséquence. Comme cela marche remarquablement bien pour prédire l'avenir, on suppose que cela marche aussi pour remonter dans le passé. Les chercheurs travaillent aujourd'hui à combiner la relativité générale d'Einstein avec l'idée des histoires multiples de Feynman, dans une théorie unifiée capable de tout décrire dans l'univers. Cette théorie unifiée nous permettra de calculer comment l'univers va évoluer, connaissant son état à un moment donné. Mais cette théorie ne nous dira pas comment l'univers a commencé, ni quel était son état initial. Pour cela, il faudrait que nous connaissions ces conditions aux limites, ce qui se passe aux frontières de l'univers, au bord de l'espace-temps. Si le bord de l'univers est un point de l'espace-temps comme un autre, on peut toujours aller au-delà et revendiquer pour l'univers le nouvel espace parcouru. En revanche, si cette frontière est incertaine, sans espace ni temps bien défini et avec une densité infinie, il sera très difficile de définir les conditions aux limites. Le choix de ces conditions n'est donc pas évident et ne peut se faire de façon logique.
Pourtant, Jim Hartle de l'Université de Californie à Santa Barbara et moi avons compris qu'il y avait une troisième possibilité. Peut-être l'univers n'a-t-il pas de frontières d'espace et de temps. À première vue, cela semble être en contradiction avec les théorèmes géométriques mentionnés plus haut, qui montrent que l'univers doit avoir eu un commencement, une frontière dans le temps. Pour rendre utilisables les techniques mathématiques de Feynman, les mathématiciens ont développé ce qu'on appelle le temps imaginaire, qui n'a rien à voir avec notre temps ordinaire. Il s'agit d'un truc mathématique qui permet de faire des calculs et de se débarrasser des problèmes de conditions aux limites. C'est l'hypothèse no boundary de l'univers sans bord. Si la condition aux limites de l'univers est qu'il n'a pas de frontières en temps imaginaire, alors il n'a pas une histoire unique. Il a plusieurs histoires en temps imaginaire, et chacune détermine une histoire en temps réel. L'univers a donc une surabondance d'histoires. Mais alors, qu'est-ce qui détermine le choix d'une histoire particulière ou l'ensemble d'histoires que nous vivons à partir de l'ensemble de toutes les histoires possibles? On peut déjà noter que beaucoup de ces histoires possibles ne comporteront pas la séquence de formation des étoiles et des galaxies, essentielle à notre évolution. On peut imaginer des êtres vivants évoluant sans galaxies ni étoiles, mais c'est fort peu probable. Ainsi, le fait même que nous existions en tant qu'êtres capables de poser la question « Pourquoi l'univers est-il tel qu'il est ?», représente déjà une restriction quant au choix d'une histoire. Il implique en effet que l'histoire de l'univers fait partie de cette minorité d'histoires dans lesquelles sont apparues des étoiles et des galaxies. C'est un exemple de ce qu'on appelle le principe anthropique. Ce principe stipule que l'univers doit être tel qu'il est, car sinon, il n'y aurait personne pour l'observer. Beaucoup de scientifiques n'aiment pas le principe anthropique, qu'ils jugent ad hoc et dénué de pouvoir prédictif. Pourtant, on peut en donner une formulation précise, ce qui est tout de même essentiel quand il s'agit de l'origine de l'univers. La théorie M, qui est aujourd'hui notre meilleure candidate pour une théorie unifiée, autorise un grand nombre d'histoires possibles pour l'univers. La plupart sont impropres au développement de la vie intelligente, car dénuées de matière, trop brèves, trop incurvées, trop quelque chose en tout cas. Pourtant, selon l'idée des histoires multiples de Richard Feynman, ces histoires inhabitées ne sont nullement improbables. Peu importe, au fond, combien d'histoires sans être intelligent il peut y avoir. Seule nous intéresse celle où la vie est susceptible de se développer. Et il ne s'agit pas nécessairement d'êtres humains. Des petits hommes verts feraient aussi bien l'affaire. Et peut-être même mieux que nous, l'humanité n'a pas un score remarquable en matière de comportement intelligent. Pour donner un exemple de la puissance du principe anthropique, considérons le nombre de dimensions de l'espace. Chacun sait que nous vivons dans un espace à 3 dimensions. En d'autres termes, on peut représenter la position d'un point quelconque par 3 nombres. Par exemple, la latitude, la longitude et l'altitude au-dessus du niveau de la mer. Mais pourquoi l'espace a-t-il 3 dimensions? Pourquoi pas 2 ou 4 comme dans certaines histoires de science-fiction? De fait, dans la théorie M, l'espace a 10 dimensions. 7 d'entre elles étant supposées enroulées très étroitement sur elles-mêmes et imperceptibles, il resterait bien 3 dimensions perceptibles. C'est un peu comme une paille, sa surface a 2 dimensions, mais l'une d'elles est enroulée sur elle-même, de sorte que, vue de loin, elle semble être une ligne à 1 dimension. Pourquoi ne vivons-nous pas dans une histoire où 8 des dimensions sont enroulées, ce qui ne laisserait que 2 dimensions perceptibles? Un animal à 2 dimensions aurait beaucoup de mal à digérer sa nourriture. Son intestin, en effet, le diviserait en 2 parties. Ce ne serait plus un individu. 2 dimensions sont donc insuffisantes pour une chose aussi compliquée que la vie intelligente. Un espace à 3 dimensions a quelque chose de particulier. Les planètes peuvent y avoir des orbites stables autour de leur étoile. C'est une conséquence de la loi de gravitation en carré inverse de la distance découverte par Robert Hooke en 1665 et mise en œuvre par Isaac Newton. Si l'on double la distance entre 2 corps, la force qui les attire l'un vers l'autre est divisée par 4. S'il y avait 4 dimensions,
La force d'attraction gravitationnelle entre deux corps, qui décroît comme le carré de la distance, diminuerait comme le cube de la distance. Au lieu d'être 4 fois plus faible quand la distance est doublée, elle serait 8 fois plus faible. Cela signifierait que les planètes n'auraient pas une orbite stable autour du Soleil. Soit elles tomberaient sur le Soleil, soit elles s'échapperaient vers les profondeurs de l'espace. De même, les orbites des électrons dans les atomes seraient instables et la matière telle que nous la connaissons ne pourrait exister. Ainsi, parmi toutes les histoires possibles, seules celles à 3 dimensions sont susceptibles de contenir des êtres intelligents. C'est seulement dans ces histoires que l'on peut se demander pourquoi l'espace a 3 dimensions. Une propriété remarquable de notre univers concerne le fond micro-ondes découvert en 1965 par Arno Penzias et Robert Wilson. Il s'agit du reste fossile du rayonnement de l'univers à ses débuts. Ce rayonnement est très isotrope, semblable dans toutes les directions de l'espace, les différences d'une direction à l'autre n'excédant pas le 100 millième. Cette extraordinaire isotropie nécessite une explication. Le mécanisme ordinairement retenu pour homogénéiser ainsi l'univers s'appelle l'inflation, une expansion accélérée multipliant les dimensions de l'univers 1 milliard de milliards de milliards de fois. Mais si cette inflation a été si efficace, à quoi sont dues les petites hétérogénéités restantes ? En 1982, j'ai écrit un article proposant que ces fluctuations quantiques ont été les germes des structures de l'univers, les galaxies, les étoiles et nous. La même idée se trouvait à la base de ce qu'on appelle aujourd'hui le rayonnement de Hawking émis par l'horizon des trous noirs, que j'avais proposé 10 ans plus tôt, sauf qu'il s'agissait ici de l'horizon cosmologique. Nous avons organisé cet été-là un colloque à Cambridge auquel participèrent tous les ténors du domaine. On y définit les grandes lignes de l'inflation, y compris les fameuses fluctuations de densité qui donnèrent naissance aux galaxies et à nous-mêmes. Beaucoup de gens contribuèrent au résultat final. C'était 10 ans avant que le satellite Kobe, en 1993, ne donne une image bien tangible du fond de rayonnement micro-ondes. Pour une fois, la théorie venait avant l'expérience. C'est 10 ans plus tard que la cosmologie devint une science de précision, avec, en 2003, les premiers résultats du satellite WMAP. Il fournit une merveilleuse carte de la température du fond de rayonnement cosmique, un instantané de notre univers quand il avait 400 000 ans. Les irrégularités que l'on y voit sont prédites par l'inflation. Elles impliquent que certaines régions de l'univers avaient des densités légèrement différentes des autres. Lors de l'inflation, l'attraction gravitationnelle a ralenti l'expansion gravitationnelle dans ces régions où la matière a pu se rassembler pour former les étoiles et les galaxies. Regardez bien la carte du fond de rayonnement cosmique. C'est l'empreinte de toute la structure de l'univers. Nous sommes le produit des fluctuations quantiques de l'univers primordial. Dieu joue bien au dé. Le satellite Planck est le successeur de WMAP avec une résolution encore meilleure. Il teste nos théories du tout début de l'univers et verra peut-être la trace des ondes gravitationnelles prédites par l'inflation, la gravité quantique inscrite dans le ciel. Il y a peut-être d'autres univers. La théorie M prédit qu'un nombre incalculable d'univers ont été créés à partir de rien, correspondant à autant d'histoires possibles. Chaque univers a lui-même plusieurs histoires possibles et plusieurs états possibles dans le futur, longtemps après sa création. Mais la plupart de ces états ne ressemblent guère à l'univers qui est le nôtre. Il n'est pas encore exclu que l'on trouve un indice de la théorie M au LHC, l'accélérateur de particules européen. Il n'explore que les basses énergies du point de vue de la théorie M, mais il pourrait avoir la chance de capter un signal d'une théorie fondamentale comme la supersymétrie. Je pense que la découverte de partenaires supersymétriques des particules connues révolutionnerait notre compréhension de l'univers. En 2012, le CERN a annoncé la découverte au LHC du boson de Higgs. C'était la première découverte d'une particule nouvelle au XXIe siècle. On espère que la supersymétrie se manifestera aussi au LHC, mais même si ce n'est pas le cas, elle pourrait aussi se montrer dans les futures générations d'ordinateurs.
Le commencement de l'univers dans un Big Bang chaud est l'ultime laboratoire pour tester la théorie M et nos idées sur les briques fondamentales de la matière et de l'espace-temps. Les diverses théories laissant des traces différentes dans la structure actuelle de l'univers, les calculs et les observations des astrophysiciens peuvent nous donner des indices sur l'unification des forces de la nature. Quoi qu'il en soit, il est possible qu'il y ait d'autres univers, mais malheureusement, on ne pourra jamais les explorer. Nous avons parlé de l'origine de l'univers, mais il y a deux autres questions. L'univers finira-t-il et est-il unique? Qu'adviendra-t-il des histoires d'univers les plus probables? Plusieurs alternatives semblent compatibles avec l'apparition d'êtres intelligents, et elles dépendent de la quantité de matière dans l'univers. S'il y en a plus qu'une certaine densité critique, l'attraction gravitationnelle entre les galaxies ralentira l'expansion. Les galaxies finiront par tomber les unes sur les autres dans un Big Crunch qui marquera la fin de l'univers. Quand j'étais en Extrême-Orient, on m'a demandé de ne pas parler du Big Crunch, car cela pourrait faire chuter la bourse. C'était peut-être justifié car il se trouve que la bourse, depuis lors, a chuté. Chez nous, les gens ne se soucient guère d'une fin éventuelle dans 20 milliards d'années. Ils ont tout le temps d'ici là de boire, de manger et d'être heureux. Si la densité de l'univers est inférieure à la valeur critique, la gravité sera trop faible pour empêcher les galaxies de s'éloigner les unes des autres à jamais. Toutes les étoiles s'éteindront et l'univers deviendra de plus en plus vide et de plus en plus froid. Tout s'arrêtera donc, mais de façon moins spectaculaire. Et ce sera aussi dans quelques milliards d'années. Dans ma réponse, j'ai tenté d'expliquer les origines, le futur et la nature de l'univers. Il a commencé sous la forme d'une petite sphère légèrement aplatie. Un objet qui n'est pas sans rappeler la coquille de noix dont je suis parti. Et cette noix contenait en elle tout ce qui est susceptible de se produire. Hamlet avait donc raison. Nous pourrions être enfermés dans une coquille de noix et nous considérer comme les rois d'un espace infini. Qu'y avait-il avant le Big Bang? D'après le modèle de l'univers sans bord, se poser la question de ce qu'il y avait avant le Big Bang n'a pas de sens. Ce serait comme se demander ce qu'il y a au sud du pôle Sud, car alors, la notion de temps n'existe pas encore. Le temps n'existe qu'au sein de notre univers.